Beaucoup de gens supposent, Pepe, que la politique étrangère de Trump est influencée par des membres plus établis de cette classe dirigeante, comme Lindsey Graham. Il est récemment passé sur Fox News. Voici la diatribe de Lindsey Graham. Pour recréer l'ancienne Union soviétique, l'Empire russe. Il veut s'emparer de pays qui ne lui appartiennent pas. Au milieu des années 90, l'Ukraine a renoncé à 1700 armes nucléaires en échange de la promesse que sa souveraineté serait respectée par la Russie. Poutine a rompu cette promesse. Il ne s'arrêtera pas tant que personne ne l'arrêtera. Trump a été dur avec l'Iran, qui est incroyablement dangereux, mais ce pays est aujourd'hui affaibli. Et Poutine, ton tour arrive. Vous savez, Donald Trump est le Scotty Scheffler de la politique américaine et de la diplomatie étrangère, et il s'apprête à te donner une sacrée leçon. Ce qui va se passer, c'est que Trump va imposer des droits de douane à ceux qui achètent du pétrole russe. La Chine, l'Inde et le Brésil, ces trois pays achètent environ 80% du pétrole russe à bas prix. C'est ce qui alimente la machine de guerre de Poutine. Donc, le président Trump va imposer une taxe de 100% à tous ces pays pour les punir d'aider Poutine. Pepe, c'est essentiellement le poids de carte entre sa brace contre les BRICS. Peut-être pourrais-tu rétablir la vérité ici. Tout d'abord, cet imbécile n'appartient pas à la classe dirigeante. Il est payé par la classe dirigeante. C'est différent. Donc il répète ce que la classe dirigeante lui dit de faire, premièrement. Deuxièmement, cet imbécile pense que le Brésil exporte du pétrole vers les États-Unis. Eh bien, je n'ai rien à ajouter. C'est de l'imbécilité totale. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. Et troisièmement, l'empire de Poutine. Allez, lisez un peu d'histoire. Lisez l'histoire de ce qui se passe dans le Donbass depuis 2014, voire avant. Donc il est inutile de perdre du temps avec des imbéciles comme ça. On perd notre temps. Mais c'est ça le problème. Et encore une fois, je dois le répéter. Parce que cet idiot est un sénateur américain et qu'il parle anglais, tout ce qu'il dit est relayé à l'international et passe sur toutes les chaînes du monde. S'il venait de Somalie ou du Nigeria, cela n'arriverait jamais. Donc il ment tout le temps et il débite sans cesse des stupidités. Voilà, ne le prenez pas en considération. D'abord parce qu'il est sans importance. Dans ton article, Pepe, tu parles effectivement du RICS et de la manière dont cette guerre contre les BRICS, menée par les classes dirigeantes, comporte ces éléments, ces trois composantes contre le RICS. Peux-tu parler de chacune d'elles, si possible? Pourrais-tu exposer précisément à quoi ressemble réellement la situation? Parce que, comme tu viens de le souligner, des imbéciles comme Lindsey Graham brouillent beaucoup la réalité. Eh bien, tu es très diplomate, Danny. Félicitations, je suis trop vieux pour ces conneries, donc je ne suis plus diplomate. Bon, le RIC. Pourquoi est-ce que j'en parle depuis des mois, en fait? Il s'agit du Primakov, le triangle Primakov original, qui a été conceptualisé par le regretté et grand ministre russe des Affaires étrangères Evgeny Primakov à la fin des années 90, lorsqu'il a identifié la Russie, l'Inde et la Chine, le RIC comme, disons, l'avenir des relations internationales. Aujourd'hui, on peut parler d'un triangle Primakov remanié. Le RIC inclurait l'Iran et non l'Inde, pour un nombre énorme de raisons. Tout d'abord, parce que l'Inde ne sait toujours pas exactement où elle se situe. Et quelque chose que j'ai entendu de la part de certains des plus grands universitaires chinois à Rio, nous avons eu des discussions approfondies jour après jour sur les BRICS. Certains d'entre eux disaient qu'il faudrait peut-être commencer à penser en termes des deux autres I dans BRICS. Ainsi, selon nos amis chinois, les BRICS devraient prendre beaucoup plus en considération l'Iran et l'Indonésie plutôt que l'Inde. Ce nouveau triangle de Primakov deviendrait en fait un quatuor de Primakov, avec à la fois l'Iran et l'Indonésie, aux côtés de la Russie et de la Chine. Beaucoup d'entre eux revenaient sans cesse au même point. La confiance entre l'Inde et la Chine est rompue.
India and China is broken. And the only possibility is if Russia steps Et la seule possibilité, c'est que la Russie intervienne comme médiateur au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et des organisations multilatérales dans leur ensemble, pour parvenir plus ou moins à réunir Xi et Modi à la même table afin qu'ils puissent enfin régler leurs différends. Cela va être très très difficile. Les seuls capables d'y parvenir sont les Russes. Mais si l'on considère ce qui s'est passé à Rio, où l'Inde, même avec quelques réserves, a finalement suivi ce que la Russie, la Chine et le Brésil dictaient en termes de feuille de route pour les BRICS à partir de maintenant. Et ce qui est très important, l'Inde assurera la présidence des BRICS l'année prochaine. Le sommet aura lieu en Inde l'année prochaine. Donc la grande question d'ici, disons, septembre ou octobre prochain en Inde, c'est de savoir comment ils vont gérer le fait qu'ils assurent la présidence, les énormes attentes et tout ce qui a été décidé en matière d'accélération de ces interconnexions intra-BRICS pour les prochains mois. L'Inde a donc beaucoup à faire et devra prendre des décisions très sérieuses. Parallèlement, la place de l'Iran et de l'Indonésie à la table des BRICS se consolide de plus en plus. La déclaration finale à Rio a totalement soutenu l'Iran concernant l'attaque d'Israël et des États-Unis. Il s'agissait d'un consensus, et le langage était sans équivoque. Cela aurait pu être plus ferme, mais les Brésiliens se disputaient avec les Iraniens. Cela ne pouvait pas être trop ferme, car alors toutes les alertes rouges auraient commencé à s'allumer à Washington. Ils ont donc trouvé une solution, et les Iraniens ont finalement accepté. Et lorsque Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, est intervenu à la table le premier jour de la réunion, sa condamnation a été vraiment virulente, bien plus virulente que dans le... Et tout le monde a compris pourquoi. Tout le monde a compris pourquoi il le faisait à la table. C'est désormais consigné. Très très important. Mais le RIS, le nouveau triangle de Primakov, ou le quartet avec l'Iran et l'Indonésie, dirige désormais les BRICS à partir de maintenant. Et en ce qui concerne la diversification de l'économie mondiale, le commerce dans leur propre monnaie et des interconnexions très étroites, et en tenant compte du fait qu'ils entretiennent tous des relations stratégiques entre eux, pas avec l'Indonésie, mais bientôt l'Indonésie en fera aussi partie, c'est très positif pour l'intégration des BRICS. Bien sûr, les 2 ou 3 personnes à Washington ayant un QI supérieur à la température ambiante ont effectivement prêté attention à cela. Cela ne fait qu'ajouter à leur désespoir, car chaque action dans la guerre hybride, la guerre chaude, la guerre commerciale, la guerre des tarifs contre les BRICS ne fait que renforcer encore davantage les BRICS, au point de pousser même cet organisme relativement dysfonctionnel, la NDB. La nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, a probablement commencé à se ressaisir. J'ai eu de longues conversations à Rio avec Paulo Nogueira Batista, l'économiste brésilien qui est l'un des cofondateurs de la NDB. Paulo connaît donc parfaitement le fonctionnement de la NDB et surtout ses dysfonctionnements. Et bien sûr, il sait comment y remédier. Le problème, c'est que cela doit passer par les principaux membres des BRICS, pas partenaires, ainsi que par les pays qui sont partenaires de la NDB. Pour l'instant, il n'y en a que 10. Ce n'est pas suffisant. On ne peut donc pas avoir une banque de développement mondiale avec seulement 10 pays membres. La NDB doit donc s'agrandir. Et à mesure que la NDB s'étend, elle doit se réformer de l'intérieur, c'est-à-dire réformer ses statuts qui sont liés au dollar américain. Donc si vous avez une banque de développement du Sud global qui accorde des prêts pour des projets de développement à travers le Sud global, ça ne peut pas être lié au dollar américain. C'est évident, mais voilà le problème. Il faut commencer à moderniser la banque dès le départ, de l'intérieur.
pratiquement à partir de zéro. Mais au moins ce processus est déjà en cours. Donc chaque fois que je vous donne un exemple, à toi Danny, à vous tous, je pense que vous devez vous demander, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est vrai. Mais même si cela se complique à chaque nœud de la machine des BRICS, on constate que des progrès sont réalisés dans tous les domaines. Et c'est quelque chose qui du moins a inversé les attentes que nous avions avant le sommet de Rio, car nous avons pu constater des avancées dans tous les domaines, et surtout dans ces domaines parallèles, les affaires, les conseils de femmes, la société civile, les discussions sur les médias, tout y passe. Women's councils, civics, discussion about media, you name it. What the Chinese call the 5 BRICS pillars. Ce que les Chinois appellent les 5 piliers des BRICS, qui incluent les célèbres échanges entre les peuples, à la manière de Xi Jinping. Et c'est quelque chose que nous avons pu voir en direct à Rio. Vous savez, le pool du Sud global, et les gens qui échangent des idées, des projets. D'accord, cherchons des sources de financement ici, là, etc. C'est donc là que le rôle de la NDB devrait croître à partir de maintenant. Et cela dépendra beaucoup, je dirais, du capital politique de la présidente Dilma Rousseff. Elle est très admirée à la fois par Xi Jinping et par Poutine. Il faut maintenant que cela se traduise en politique concrète. Mais cela va être difficile. Très très difficile. Lorsque nous regardons l'Iran, la Chine et la Russie, le véritable EC, ou le nouveau ACE, ces trois pays sont tous sous sanctions. L'Iran fait face à certaines des sanctions les plus sévères, compte tenu de sa situation géographique. La Russie subit le plus grand nombre de sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Et puis bien sûr, la Chine est également sanctionnée dans divers secteurs par les États-Unis. Alors, comment ces trois pays, essentiellement sanctionnés de manière significative, mènent-ils cette offensive? Comment cela se produit-il? Parce que comme nous l'avons entendu plus tôt avec Lindsey Graham, malgré ses mensonges, ses obscurcissements, son discours destiné aux classes dirigeantes, il s'adresse à une peur, semble-t-il, et peut-être même à une sous-estimation de ce que ces trois pays ont pu accomplir malgré toute l'adversité et l'agression dont ils sont victimes. Ils ne sauraient pas situer ces pays sur une carte. Désolé d'être aussi peu diplomate, mais parfois ça tape sur les nerfs. Peu importe. Et c'est quelque chose de très important parmi ces trois points. Ils cessent de prêter attention aux États-Unis ou à n'importe quelle vocifération ou menace venant des États-Unis. Les Russes font ce qu'ils font. Ils continueront à faire ce qu'ils font en Ukraine et disons sur la voie de la dédollarisation avec la Chine. Comme je l'ai constaté lorsque Trump a déclenché les tarifs douaniers, et j'étais à Shanghai à ce moment-là, je pouvais le sentir, je pouvais le percevoir, et je le voyais dans le regard de mes interlocuteurs en leur parlant, ce regain de confiance en eux. Ils disaient, « D'accord, vous voulez la guerre? Très bien, nous sommes prêts pour n'importe quelle guerre que vous voudrez. Allez-y. » Et les Brésiliens, qui probablement, dans quelques jours à peine, vont de nouveau commencer à être sanctionnés, des sanctions de type terroriste. En fait, c'est la seule politique venant de Washington. Ils retrouvent à nouveau un sentiment d'unité nationale, ce qui avait disparu du Brésil, surtout parce que le pays est tellement polarisé entre Lula et ce que Lula représente, et le bolsonarisme qui reste encore très très fort. J'ai eu un aperçu brutal de la puissance que le bolsonarisme conserve au Brésil. Donc le pays est divisé. Mais maintenant, avec une attaque étrangère contre la souveraineté brésilienne, c'est formidable. Du point de vue d'un pays qui retrouve sa souveraineté, c'est un cadeau. Trump a en fait offert un cadeau au Brésil. Voilà comment, en tant que nation des BRICS, à différents niveaux, on se coordonne avec les autres. Très bientôt, nous aurons peut-être 4 des principaux membres des BRICS sous différents types de sanctions et de guerres hybrides, commerciales, tarifaires, géoéconomiques et géopolitiques. Et les autres apprennent, bien sûr. Les partenaires aussi tirent des leçons.
Par exemple, les pays d'Asie du Sud-Est qui sont eux-mêmes une puissance, l'Indonésie comme membre à part entière, et le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande comme partenaires, comprennent que tôt ou tard, les États-Unis peuvent aussi se retourner contre eux, surtout lorsqu'ils savent que leur principal partenaire commercial est la Chine pour l'ensemble des 10 pays de l'ASEAN. Et la Russie dispose d'un immense soft power auprès de l'ASEAN, et elle progresse également sur le plan géoéconomique dans la région. Donc tôt ou tard, l'ASEAN va devenir une cible. C'est absolument inévitable. C'est le genre de conversation que j'ai avec mes amis thaïlandais quand je suis en Thaïlande. C'est la même chose. Ainsi, cette interaction entre le Brésil et l'Asie du Sud-Est, bientôt lors du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, sera également essentielle. Ils vont apprendre les uns des autres. Et le rôle de l'Indonésie, qui est un peu le Brésil de l'Asie du Sud-Est, la plus grande économie, importante, stratégique, etc., est crucial. Le Brésil et l'Indonésie se rapprochent de plus en plus, car ils perçoivent leurs similitudes dans différentes parties du monde. Donc le niveau d'intégration entre tous les grands partenaires des BRICS est fascinant à observer. C'est quelque chose qui se produit au quotidien. Et maintenant que pratiquement tous sont attaqués, directement ou indirectement, une fois de plus, le train à grande vitesse va commencer à prendre de la vitesse. Ce qui est également très intéressant, c'est de voir comment ce groupe BRIC, Russie, Chine, Iran, a réussi à surmonter tant d'obstacles, malgré toute la pression, l'adversité et l'agression dont ils ont été victimes. Et puis, comme vous l'avez mentionné, il y a ces pays émergents. L'admission de l'Indonésie au sein des BRICS en tant que membre à part entière est un développement majeur, comme vous l'avez souligné. Ensuite, juste après, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, juste après le sommet des BRICS, un autre pays partenaire entre en jeu, le Vietnam. Et le Vietnam est un rouage essentiel dans l'espoir des États-Unis d'isoler la Chine. Et maintenant, on voit le Vietnam et la Chine mener des exercices militaires. Ce qui est surprenant, à bien des égards, étant donné que la dernière guerre que la Chine ou le Vietnam ont menée était l'un contre l'autre il y a plus de 40 ans. Et pourtant, malgré les rancœurs persistantes entre eux, ils se sont rapprochés de plus en plus. Cela illustre un phénomène sur lequel j'aimerais t'entendre, Pepe. Il semble que plus les États-Unis, leurs vassaux, et l'OTAN essaient de faire pression, de réaliser leurs objectifs de changement de régime à la tête des BRICS, plus cela se retourne contre eux de manière très inattendue. Absolument. Et ce que j'expose dans cette chronique, la dernière dont nous avons parlé au début de notre conversation, ce sont ces guerres qui se chevauchent au sein de l'OTAN. L'OTAN s'entraîne et se fait entraîner dans ces trois guerres qui se superposent. Elle est déjà impliquée dans au moins 2 de ces conflits et bientôt dans le 3e. Le 3e, d'ailleurs, qui est la guerre cruciale du XXIe siècle, c'est la guerre des États-Unis contre la Chine. Elle est désormais englobée par l'OTAN comme une guerre de l'OTAN contre la Chine également. Et cela a été en gros l'une des décisions clés de ce sommet de l'OTAN, absolument épouvantable. D'ailleurs, il a eu lieu plus ou moins en même temps que le sommet des BRICS. La première décision, c'est que la guerre avec la Russie se poursuivra indéfiniment. Et la deuxième décision est la suivante. Nous nous préparons à une guerre contre la Chine. Ce sont les 2 grandes décisions du sommet de l'OTAN. Ainsi, le Sud global observe cela et comprend immédiatement l'ensemble du tableau. Il n'est même pas nécessaire de l'expliquer. Donc, ces 3 guerres qui se chevauchent, la première guerre bien sûr, et celle qui était autrefois la guerre de l'Occident collectif contre la Russie, et qui est peut-être en train de se transformer en une simple guerre de l'OTAN contre la Russie, avec les États-Unis en retrait. Voilà où nous en sommes actuellement. Parce que le plan Trump 2.0, c'est très bien. Vous, l'OTAN, vous tous, Européens,
30 membres, n'est-ce pas? Plus les États-Unis et le Canada, donc 30 membres européens de l'OTAN. Medvedev for aids a very sea. Parfait. Vous achetez toutes les armes que nous fabriquons chez nous. Aucun problème. Et ensuite, vous partez en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas et ne serons pas directement impliqués. D'accord, c'est la théorie. Cela peut changer demain, comme nous le savons tous. Mais fondamentalement, l'OTAN paiera pour aller en guerre contre la Russie. Et les États-Unis profiteront du fait que l'OTAN parte en guerre contre la Russie. Et tout va empirer, comme nous le savons déjà, même avant que toute cette affaire ne passe à l'étape suivante. Donc la catastrophe sera pour l'OTAN et pour l'Europe. Voilà pour la première guerre. La deuxième guerre liée à la première, c'est la guerre américaine en Asie de l'Ouest contre l'Iran, qui est aussi la guerre israélienne contre l'Iran. C'est donc la guerre de l'axe sioniste contre l'axe de la résistance, et surtout contre l'Iran. D'accord, que veut Trump 2.0 dans tout cela? Une énorme arnaque commerciale. Israël au centre d'un nouveau Moyen-Orient des affaires, ou Asie occidentale, qui est la terminologie correcte, au cœur du corridor de connectivité qui est voué à disparaître, mais qui pour l'instant est encore plus ou moins moribond, l'IMEC. Israël au centre, l'Arabie saoudite et les Émirats sur les côtés, et aux extrémités, l'Europe et l'Inde. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi l'Inde continue de ménager la chèvre et le chou vis-à-vis des BRICS, car une partie des élites indiennes croit encore que l'IMEC verra un jour le jour. Pas avec le génocide à Gaza d'ailleurs. Bref, c'est ce que Trump veut. Ainsi, Israël devient le maître de l'Asie de l'Ouest, devient également le maître du corridor géoéconomique de l'Asie de l'Ouest, avec des connexions vers l'Europe et l'Inde. Et tout cela sous la présidence de Donald Trump, afin qu'il puisse engranger des profits supplémentaires. Et bien sûr, avec Gaza transformé en je ne sais quoi, la Trump Riviera, ou tout ce qu'il pourra inventer. Voilà, c'est essentiellement le plan. Et la troisième guerre, la préparation de la guerre contre la Chine. L'OTAN ne se contente pas de se préparer à la guerre contre la Chine, comme ils l'ont conclu lors de leur sommet à La Haye, mais ils sont désormais en guerre contre les BRICS. Et cela a été déclaré sans détour par ce vieux morceau de Gouda, Tutti Frutti, au RUT, qui fait office de secrétaire général de l'OTAN, ce qui nous fait penser que peut-être Stoltenberg, ce morceau de bois norvégien, n'était finalement pas si stupide. Alors Tutti Frutti, ou RUT, a déclaré que le Brésil, l'Inde et la Chine feraient mieux de décrocher le téléphone et de parler à Poutine. Sinon, ils seront sanctionnés et l'OTAN s'opposera à eux. Voilà. C'est donc le résumé de ces trois guerres imbriquées qui sont des guerres de l'OTAN à tous les égards. Les trois, à des degrés divers, mais dans tous les sens du terme. Et cela révèle un mélange de dissonance cognitive totale, de stupidité cosmique et d'élan suicidaire. Parce que quiconque à Bruxelles, et quand je dis Bruxelles, ce n'est pas seulement le siège de l'OTAN, c'est aussi l'Union européenne et la Commission européenne à Bruxelles. Cette triade, il y a quelques personnes qui ont réellement un cerveau dans cette triade. Mais vous savez, en gros, ils ne pensent qu'à leur jour de retraite avec une pension complète. Et ensuite, ils pourront s'échapper pour vivre en Thaïlande au bord de la plage, vous voyez. Mais certaines de ces personnes, elles pensent vraiment et elles savent que c'est une impasse. Et elles savent qu'elles n'ont pas l'argent pour soutenir cette guerre. Peux-tu imaginer que l'Union européenne prévoit, et l'OTAN, en gros les deux, parce que l'Union européenne est, disons, le bras civil de l'OTAN, mettons-le comme ça, il prévoit un budget militaire de 1000 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Comment vont-ils financer cela? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cet argent. Ils vont devoir retourner voir les banques une fois de plus, et ils ne pourront jamais rembourser. Même s'ils volent les avoirs russes,
Cela ne suffira pas à rembourser. Alors, qui va payer pour cela à long terme? 450 millions de citoyens européens, électeurs, contribuables. Je dirais que moins d'1% à l'heure actuelle voit déjà ce qui arrive. Lorsque 10 ou 20% de la population sont conscients de ce qui se prépare, il faut s'attendre à des bouleversements dans toute l'humanité. Nous n'en sommes pas encore là. Ce que nous avons, c'est l'échéance fixée par l'OTAN. Nous voulons une guerre contre la Russie en 2030. Cela implique provocation sur provocation. Cela implique l'ouverture de plusieurs nouveaux fronts, dont certains sont déjà actifs. Le Caucase du Sud est un nouveau front contre la Russie qui s'ouvre déjà en instrumentalisant l'Azerbaïdjan, qui joue également un double jeu. Le MI6 a relancé ses efforts pour organiser des terroristes salafistes djihadistes en ligne à travers toute l'Asie centrale. C'est déjà en cours. Bien sûr, il y a la Baltique, ce nouveau rideau de fer, les 3 chihuahuas baltes, la Pologne et la Finlande, qui sont déjà en train d'être fortifiés à l'heure où nous parlons. Donc, si l'on met tout cela ensemble, les Russes observent ces mouvements sur l'échiquier et ils doivent être prêts à tout cela en même temps. And they have to be ready to all of that at the same time.